Salut, bonjour, bonsoir à tous les Camerounais, tous les Camerounais qui sont au pays, tous les Camerounais qui sont dans la diaspora. Et on n'oublie jamais de dire bonjour, bonsoir à tous nos frères africains, parce que après tout, nous sommes tous un. Nous, on est d'origine du Cameroun, puisque l'Afrique a été divisée. Nous sommes Camerounais et on se rend compte que au pays, surtout depuis la guerre de l'Ukraine, les choses vont de pire en mal. Et à notre âge, nous n'avons jamais vécu ce genre de temps. Mais nous sommes résistants et on va résister. Seulement que ça fait mal de voir plein de choses là dehors. Ça fait vraiment mal. Je me rappelle, c'était il y a cela 3 jours. J'ai vu des jeunes élèves du lycée marauder les mangues non mûres. Et ça m'a vraiment fait, mal. Je sais que c'est vraiment dur, mais d'aller jusqu'à manger les mangues qui ne sont même pas encore, qui ne s'aiment pas encore bien. Non seulement ce n'était pas encore mieux, mais c'était même pas de bonnes mangues. Ça a vraiment dérangé l'esprit. Mais c'est dur, c'est dur. La farine a augmenté. Beaucoup de nos frères et sœurs se sont lancés dans la farine du manioc. Quelque chose que je trouve de formidable. D'autres font dans la patate douce. Et moi je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment fort, c'est vraiment fort. Beaucoup d'autres, surtout ceux qui sont faibles d'esprit, se lancent dans la drogue et vraiment ça fait pitié. Mais nous sommes là, nous nous battons, nous essayons de réveiller nos frères, nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour essayer de changer les donnes. Mais nous sommes sûrs que ça va aller. Donc, on se bat. Ok. Comme tu l'as si bien dit, Stéphane, on se rend compte aujourd'hui que dans les rues, les chefs de famille, les parents en général, essaient de joindre les deux bouts du mieux qu'ils peuvent, en se battant comme tu l'as si bien précisé. Je vois même dans ma localité, dans mon quartier, il y a un papa que j'observe régulièrement. Ce papa, il mène plusieurs métiers à la fois. C'est pas qu'il veut, mais il se sent obligé pour pouvoir joindre les deux bouts. En même temps, il est agent d'entretien à Isakam. En même temps, il fait son petit boulot dans la rue le soir. En même temps, il fait les champs. Tu vois, tout ceci montre que ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais on peut le faire. Évidemment, en restant optimiste, on se rend compte que on peut le faire. Mais, vu de loin, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur vraiment quand certains veulent et certains décident de rester au banc. Parce que si nous tous on se levait pour jouer ce jeu, je pense que ce serait moins horrible que ce que nous constatons là dehors. Parce que tu as bien parlé de ce papa qui travaille exactement mais se bat. Parce qu'il sait que rien que son salaire ne peut pas supporter sa famille. Et je pense que si d'autres aussi se donnaient les efforts, ça allait aider toute la communauté en ensemble. Effectivement. Mais beaucoup ne le font pas. Mais en restant optimiste, vu aussi ce petit entretien dont on est en train de lancer, je pense que cela va réveiller les esprits. Parce que tous ne sont pas ainsi. Ils voient, mais ils restent sans rien faire. Peut-être d'autres, par peur qu'on va les pointer du doigt. Je pense qu'il faudrait mieux qu'il y ait des meneurs pour
essayer de tirer les autres vers l'avant. Évidemment, il faut toujours quelqu'un pour montrer l'exemple. Parce qu'on ne peut pas faire si on n'a pas encore vu. Et il y a d'autres même qui voient, mais ne veulent pas. Parce qu'il y a certains qui pèsent sur leurs fesses, ne veulent pas se lever. Et on ne peut rien faire à cela. Mais on espère qu'au moins une bonne minorité va se lancer dans des activités. Parce que nous ne pouvons pas toujours attendre. Le fait que nous attendons toujours que notre pain quotidien vienne du bateau, vienne du port. Voilà ça aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir avec le blé. Que le sac de farine qui était à 18 000, aujourd'hui en quelques semaines se retrouve à 25 000. Tout simplement parce que nous sommes toujours en train d'attendre du blé venant de l'extérieur. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine a fait en sorte que les Européens, même qui ne s'en sortent pas dans le blé, puisque eux-mêmes, ils importent ce blé-là de la Russie, de l'Ukraine. Ils ne peuvent pas nous envoyer leur sac de blé quand eux-mêmes ils ont envie de ça là-bas chez eux. C'est pas facile. D'où l'importance donc pour nous, Africains, de se rabattre donc vers la culture, les chants. Vu qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui est prometteuse. Et on est sûr à 100% que au moins c'est la manière de se battre pas. Parce que si on se met toujours à attendre des autres, on se rend compte que même entre nous, frères, on se met des bâtons dans les roues. On peut bien s'en sortir parce que nous avons des terres arabes, nous avons de très bonnes terres. Et en passant même, nous sommes actuellement dans la culture agricole. Parce que ça, c'est le mois d'avril. Et la saison agricole, ça commence en février. Et je pense que ça termine en mai. Après mai, là, c'est presque impossible de planter des choses comme le maïs. Moi, j'ai eu à planter le maïs au mois de mars. J'ai eu à défricher le champ. J'ai brûlé mon champ en février et en mars, j'ai planté plein de maïs. J'ai aussi planté les ignames. Et ça, c'est des trucs qui vont nourrir au moins ma petite famille. Aujourd'hui, donc tout le monde n'a pas les terres. Toi, tu as ce sens-là de pouvoir te recueillir vers tes champs, mais tout le monde n'a pas cette même possibilité-là. C'est dur. Je me baladais encore sur des réseaux sociaux, j'ai vu quelqu'un qui a mis un statut. Le meilleur moyen de se faire de l'argent, c'est d'avoir l'argent. Ce genre de commentaires, ce n'est pas des commentaires encourageants. C'est vrai, mais ça met ceux qui sont dans une certaine position. Ça les affaiblit encore de plus. Ça, c'est pas des bons statuts. Parce que ça, c'est trompeuse. C'est pas avec l'argent, on ne devient pas avec l'argent. Tous les gens qui sont devenus aujourd'hui n'avaient pas l'argent qu'ils avaient. Quand les Kadji aujourd'hui, les Kadji n'ont pas commencé avec, je sais pas, une valise d'argent ou alors un puits d'argent. Mais regarde là où se retrouve. Moi, je pense que c'est plus la volonté que l'argent. Et moi, je pense que ce genre de statut, c'est des trucs qui découragent encore plus ceux-là qui pouvaient peut-être avoir la volonté de s'y lancer dans l'agriculture. C'est évidemment. Il y a aussi des attitudes, comme tu l'as si bien dit, c'est pas une bonne attitude. Mais c'est la plupart de ces attitudes qui courent dans les rues. Tu te rends compte que un père de famille ou une maman qui se débrouille seule va vers ses connaissances pour leur soumettre un problème. Et ce dernier lui propose plutôt de l'alcool à boire. Tu vois. Ça, c'est la route facile au Cameroun. Ça, c'est la route facile. Quand quelqu'un ne veut pas t'aider au Cameroun, il te donne la bière. Et je constate beaucoup ça. Et ça m'énerve quand je vois ça. Et beaucoup de gens ne constatent pas que c'est la route la plus facile pour dire non à quelqu'un au Cameroun. Si quelqu'un vient te parler d'un problème, sérieux, un problème dont tu peux peut-être aider, et tu ne veux pas l'aider, tu l'amènes juste au bar, tu lui donnes 2 billets, il oublie ce qu'il était en train de demander, la vie continue. Et ça, c'est quelque chose que je pense que nos frères et sœurs là doivent arrêter de tomber dans l'alcool, parce que ça nous rend de plus en plus dingue.
sincèrement. Pour ma part, je pense que la meilleure façon d'aider nos contemporains, c'est au lieu de leur donner du poisson, c'est de leur apprendre à pêcher. Si tout le Évidemment. monde avait la possibilité d'avoir un petit quelque chose pour lancer une activité, ça serait profitable pour tous. Et ça allégera aussi la tâche aux autres, à ces personnes-là, pour qui on a toujours tendance à se rabattre vers eux pour demander pour solliciter leur aide. Bien sûr. Parce que ces gens ne pourront pas nous aider tout le temps. Bien sûr. Un jour ou l'autre, ils vont se fatiguer. Donc pour ma part, si ces personnes-là, au lieu de les aider tout le temps en leur donnant des petits pots de vin pour les maintenir, s'ils leur donnaient une petite enveloppe, un paquet quoi, qui pourrait les aider à peut-être faire des petites friperies, Oui. ouvrir une petite boutique, même si c'était des biscuits ou ça pourrait les aider. Mais on voit aujourd'hui que d'autres préfèrent, on dit passe à la maison, je vais te donner un plat. Exactement. C'est bon, mais Ça demain dure encore, combien? demain encore, ça tue la volonté de ceux-là qui veulent se lever. Et ça dure même d'abord combien de temps? Ça On ne- se rend même compte qu'à la fin, c'est ces mêmes personnes-là qui vont encore aller dire que mais celui-ci ne fout rien. Bien sûr. Voilà. C'est- Donc, on va pas donner, apprendre à pêcher serait mieux que donner des petits pots de vin. Moi, dans mon quotidien, j'aperçois, je vois les jeunes qui pensent, qui veulent prendre la route la plus facile, et c'est celle de la drogue. Je les vois là tout le temps, ça me dérange, ça me dérange trop les esprits quand je les vois. Et parfois tu te demandes, tu ne peux même pas argumenter avec eux. C'est quelque chose, sinon il n'y a aucune logique qui sort dans leur tête. Et lorsque toi tu es droit envers, de toute façon quand tu es droit envers eux là, c'est comme si toi tu étais le Satan. Quand tu dis des choses qui sont pertinentes pour eux, tu es... Donc, leur façon de raisonner, ça te donne même les nerfs, ça te donne les migraines. Parce que moi, parfois, je me demande même, tu causes avec eux, mais tu te rends compte que c'est des gens qui sont tellement égarés qu'on ne peut plus rien faire. Moi, j'ai eu à les côtoyer. De toute façon, je continue à le faire, puisque je fais dans les champs, et de temps en temps, je suis avec eux, je me retrouve avec eux. Et tu vois les choses qu'ils font, tu vois les choses. Parfois, je les amène au travail, je leur paye. Et une fois qu'ils ont touché leur argent, c'est pour acheter leur drogue. Et tu te demandes. Et c'est comme ça. Ils ne peuvent plus rien acheter. La plupart ne veulent même pas. Ils n'ont pas le temps des copines et tout cela. Parfois, on se dit même que peut-être avoir les copines, ça va les arranger à se recadrer. Mais on se rend compte que ces personnes-là ne veulent même pas avoir des copines. Leurs copines, c'est leur drogue. Donc, quand ils ont un peu d'argent, ils achètent leurs feuilles. Et c'est vraiment dommage qu'on ne peut rien faire pour ces jeunes-là. Et le comble, c'est qu'ils continuent à recruter. Ils recrutent d'autres jeunes qui continuent à les suivre parce que c'est la route la plus facile. C'est la route la plus facile. Avec 200 francs, avec 100 francs. Vous arrivez à mettre quelque chose dans la bouche qui va vous détruire le cerveau, qui va vous détruire les cellules dans le cerveau. Et il y a même d'autres maintenant qui utilisent ce qu'ils appellent le caillou. Ça veut dire qu'eux ne veulent même plus tirer le petit truc qui ne fait rien. Pour eux maintenant, il faut aller acheter les pilules pour tirer. On se demande où on va. Et comme je disais tantôt, c'est les gars qui n'ont plus de raisonnement. Pour eux, le haut est bas et le bas est haut. Tu ne peux pas raisonner avec eux. Tu les écoutes parler, tu te demandes si tu es en train de causer avec des gars, des grandes personnes, ou si tu es en train de causer avec les enfants. Leur causerie est toujours pensée. La seule chose qui a un sens sur eux, c'est lorsqu'ils sont en train de parler de leurs choses qui passent tout le temps à tirer en longueur de journée. Et ça me dérange les esprits quand je vois ces jeunes-là. Parce que c'est des gens qui pouvaient aider la société, mais ils sont là, ils sont plutôt un problème pour la société. Déjà, je t'encourage déjà pour cette attitude d'employer les jeunes. La rigueur, je te félicite. Parce que c'est cette attitude qui permet, en les employant, ça leur permet un peu d'oublier parce qu'on voit que lorsqu'ils sont en groupe,
ou en société. Évidemment. Ils se rétractent un peu. Ils ont peur de tirer leur affaire en public. Donc, le fait que qu'ils soient actifs, leur permet déjà d'oublier ce côté-là, cet aspect-là. Et aussi, oui, une chose, je te coupe pas la parole, une chose que j'ai aussi constaté envers ces gars-là, c'est que quand ils sont avec moi, au moins, ils mangent bien. Quand ils sont avec moi, ils arrivent au moins à bien manger. Lorsque je les amène en brousse, ils arrivent à vraiment bien manger. Mais une fois qu'ils sont en ville et que c'est difficile pour eux de trouver de l'argent, ou bien c'est difficile pour eux de se faire de l'argent, ils passent tout leur temps à tirer leur truc avec le peu d'argent qu'ils ont et n'arrivent pas à bien manger. J'ai aussi fait ce constat que quand nous sommes moins en brousse, ils arrivent à bien manger, mais une fois en ville, ils perdent le poids, ils ne mangent pas bien. Et je ne comprends pas ce qu'on peut faire pour ces gens-là. Moi, je pense que la meilleure façon, s'il y avait un moyen de les recadrer, c'est qu'ils se fixent des objectifs. Parce que tu vois, quand tu as un objectif en tête, c'est celui-là, tu te bats corps et âme pour pouvoir l'atteindre. Si déjà ces jeunes avaient un objectif qui s'était fixé, ils auraient pu faire quelque chose d'argent qui dépend. Mais vu qu'ils n'ont pas d'objectif et qu'ils vont cesser de croire qu'un jour pourrait se relever, c'est donc pour laquelle ils ont toujours tendance à rechuter. Parce que beaucoup doivent aspirer à un avenir meilleur. Tu vas voir parmi eux d'autres qui ont fréquenté, mais après, ils doivent arrêter l'école en cours de route. D'autres qui ont beaucoup mis dans le football, mais après, ils vont arrêter en cours de route. Donc, pour moi, la meilleure façon de les aider à se fixer des objectifs, cela pourra aussi les permettre et à leur donner aussi de l'espoir. Parce que ce qu'on dit, quand il y a la vie, il y a espoir. Et si ceux-là avaient de l'espoir, je pense que pour les aider à être plus en plus déterminés à travailler et à ne pas retomber vers cette attitude vers la gauche. Le soutien aussi, c'est quelque chose de très important. Parce que je vois quelqu'un qui se bat en espérant pouvoir améliorer son niveau de vie, mais n'ayant pas quelqu'un pour le soutenir, bon, c'est pas encourageant. C'est pas encourageant. C'est un peu comme un élève qui étudie. Il a la volonté d'étudier parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Oui. Mais il ne comprend pas tout. Il a toujours besoin de quelqu'un pour le cadrer, le canaliser. Exactement. Donc, s'il y avait des grands frères, des parents qui eux aussi mettaient leur temps à disposition de ces jeunes-là, je pense que ça aurait aidé beaucoup la jeunesse. Nous avons un gros travail à faire. Ce qui est sûr, c'est que nous avons un gros travail à faire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont presque à niveau de perdition et on a beaucoup à faire pour essayer de les recadrer. Moi, il y a aussi un constat, ce que j'ai fait, c'est que lorsque vous êtes dans une ville ou alors vous êtes dans un village, lorsque vous êtes dans une localité, ce qui se débrouille le plus, c'est les halogènes. C'est pas trop. Et j'ai constaté ça. Les locaux, les endogènes là, ils ont tendance à être plus paresseux que ceux qui viennent d'ailleurs. C'est un constat que j'ai fait. Dans la ville où je me trouve, je me rends compte que c'est la plupart des gens qui se battent, qui s'en sortent. C'est des gens qui sont venus ailleurs. Et vraiment, ça encourage de les voir parce que ce qu'ils font est vraiment, ça montre que les locaux là, c'est la paresse qui est la plupart du temps. C'est la paresse qui les conduit à être dans leur statut. Donc ça, au moins, il y a moins l'espoir de voir que quand quelqu'un vient d'ailleurs, il a tendance à se battre plus fort que celui qui est là sur place. Moi, je ne sais pas pourquoi.
Parfois, je me dis que c'est parce que peut-être toute la famille est là. On se dit que ce qui est sûr, c'est que l'un d'entre tous les membres de ma famille va me faire manger. La journée là va passer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je sais pas. Effectivement. Parce que moi, par exemple, dans ma localité, les parents ont tendance à encourager la mentalité des jeunes. Tu te rends compte, un parent qui est assis dans une cafette ou une petite buvette, et autour il y a les jeunes, où ils bavardent de tout et de rien sans retenue. Tu vois, du moment où les parents et enfants sont au même pied d'égalité dans des milieux, des milieux plutôt particuliers. Oui. Et c'est comme ça qu'il y a le manque de respect. Effectivement, ça n'encourage pas. Moi je pense que si les parents déjà pouvaient déjà fixer une certaine limite, une certaine base, parce qu'on dit que c'est la base qui fait tout. Tu vas beau donner une certaine éducation et autres, mais tu ne vas pas toujours pratiquer le fait ce que je dis et non ce que je fais. Exactement. Tôt ou tard, comme on dit, les enfants ont toujours tendance à copier Ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient, effectivement. Et quand on voit déjà les plus petits voient les aînés faire certaines choses, eux aussi ont tendance à faire ces choses-là. Exactement. Les enfants là qui sont toujours en train de jouer, ils n'arrêtent pas de jouer. C'est les enfants. Et ici là, les enfants grandissent vite parce que ici à 2 ans, l'enfant est laissé à lui-même. Ce qu'on constate. Comme cet enfant qui est en train de pleurer là. Tu te demandes que ses parents sont où. Donc c'est autant de choses que nous constatons au pays. Comme cet enfant qui est en train de pleurer là. Il pouvait être avec ses parents là maintenant, il ne serait pas là en train de crier partout. Mais c'est ça la réalité du pays. C'est ça la réalité du pays. Là nous sommes là, la diaspora est en train de nous écouter et ça les pousse à se rappeler des bons vieux temps quand ils étaient au pays. Et ils vont constater que ça ne change pas, c'est toujours là, on est toujours là pareil. Ça ne bouge pas. Donc c'est autant de choses que moi j'aime la façon que nous vivons. On vit en société, mais il y a quand même des petits trucs comme cet enfant qui est en train de pleurer là. On devrait au moins essayer de garder ces petits enfants. Cet enfant peut avoir 2 ans, 3 ans. Et je pense que quand un enfant a 3 ans, 2 ans, je pense que cet enfant doit être plus rapproché de ses parents. Ses parents ne devraient pas le laisser en train de monter, descendre, pleurer en longueur de journée. Mais tout ceci décrit vraiment la vie que nous vivons. Si ses parents ont laissé, c'est pour une raison. Ils doivent chercher ce qu'ils doivent manger. Et ce n'est pas facile de se promener, chercher de l'argent avec un enfant au pied. C'est pas facile. C'est vrai, mais moi j'ai vécu une scène où un enfant de 7 ans, ils étaient en train de jouer dans un chantier, dans une maison qui était une maison en étage qu'on était en train de bâtir. Et c'était les petits enfants qui étaient en train de jouer. Ils ont grimpé les escaliers. Il y a un enfant qui est tombé, qui est quitté du 2e étage, qui s'est renversé et est mort. Donc je crois que oui, c'est bon, on doit chercher de l'argent. Mais quand on a les petits enfants, soit on prend ces enfants, on amène travail avec nous. Parce que à quoi bon ça sert de perdre ton enfant parce que tu allais chercher 2000 francs, 3000 francs. Parce que quand on va même faire la suivette là, c'est pas pour rentrer avec grand chose, c'est pour rentrer avec moins de 10 000 francs la plupart du temps. Donc c'est pas facile, mais on doit, au moins de ce côté là, nous devons vraiment nous battre. Nous devons nous battre parce que moi j'ai vécu cette scène là, ces enfants là qui étaient laissés à eux-mêmes, qui sont ils sont entrés dans un chantier comme ça, un qui du 2e étage se renverse, meurt comme ça là, parce que maman n'était pas là, papa n'était pas là. Donc c'est des petits trucs comme ça là, nous devons essayer de commencer au moins à réparer ce côté là. Mais dans tous les cas, moi je pense que dans tous les cas, il y a toujours un risque, que ce soit tes enfants qui soient délaissés eux-mêmes à la maison ou auprès de leurs parents qui sont en train de chercher de l'argent. Je pense qu'il y a toujours un risque. Bon, pour moi, le meilleur moyen serait d'ouvrir
des crèches pour ces enfants, pour mettre à disposition de ces enfants-là. Évidemment. Mais alors, tu vois l'enfant recommence encore. Et ça, c'est le même enfant. Et c'est pourquoi on se demande le parent est où? Les crèches, c'est vrai, mais quelque chose que j'ai aussi constaté dans les crèches ici, c'est que c'est tellement cher. C'est tellement cher de telle manière que les parents même ne peuvent pas payer. Tu vois les crèches qui sont à 300 000 francs, 400 000, 500 000. Tu te demandes que le Camerounais ou bien la Camerounaise qui vend le maïs au marché, comment est-ce qu'elle va faire pour payer 500 000 francs, 300 000 francs pour garder son enfant à la crèche. Et moi je pense que le gouvernement devrait aussi mettre la main à ce niveau-là. Effectivement. C'est vrai, c'est cher. Mais aucun parent ne saurait fixer un prix pour la vie de son enfant. C'est vrai. Moi je pense que si c'est toute la localité, c'est un petit truc collectif et ouvrir un petit quelque chose comme ça, comme une crèche. Et chacun venait même avec son kilo de riz en venant déposer son enfant et déposer ses doigts de plantain et déposer. Il fallait encourager même ces personnes qui travaillent dans les crèches là. Il fallait les encourager. Moi je pense même que, je te coupe par parole, mais je pense que ça c'est quelque chose que nous devons penser dans le futur, à ouvrir peut-être une crèche là où nous habitons. Commencer au moins avec une crèche et voir ce que ça donne. Si ça réussit, on ouvre une deuxième dans un autre quartier, ainsi de suite. C'est quelque chose que nous pouvons commencer à faire nous-mêmes. Et si nous on commence, d'autres vont suivre. Il y avait le temps, ça pourrait donner quelque chose. Il ne faut pas toujours attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Si nous-mêmes nous avons les moyens de le faire, pourquoi ne pas le faire? Et peut-être pour attendre plus tard qu'ils fassent quelque chose de plus grand. Mais déjà, si on veut enlever cette volonté-là, ça pourrait déjà aider beaucoup. Bien sûr. Parce que moi je sais que nous pouvons faire les quêtes. On peut faire les quêtes chaque jour. On peut faire les quêtes et si on a une crèche où on a, je sais pas, peut-être 200 enfants et on fait la quête dans tout le quartier. Ce qui est sûr, c'est que ces enfants-là auront à manger chaque jour. Et on va faire cette quête-là chaque jour pour pouvoir garder tous ces enfants. Et ça, c'est des petites initiatives que nous pouvons faire nous-mêmes. Nous n'avons même pas besoin d'attendre que quelqu'un nous donne le coup d'envoi. C'est des trucs que nous pouvons nous-mêmes. On se lance et on fait. On n'a pas toujours besoin d'attendre le signal qui vient du haut. Effectivement. Après tout, ce sont nos enfants. Les enfants des personnes du gouvernement ne souffrent de rien. Eux, ils ont les nounous pour ça. Bien sûr. Donc, si nous ne prenons pas l'école, on se voit toujours désolé de voir nos enfants maltraités ou délaissés et autres comme ça. Et pourtant, on aurait pu faire quelque chose. Moi, je pense qu'à base de cette chaîne que nous avons lancée, on pourra peut-être être l'exemple à certains de copier dans le futur si nous nous engageons dans les projets de société. Parce qu'il y a les petits trucs que nous pouvons faire. On peut faire des quêtes, même ici au pays, on peut faire des quêtes même venant de la diaspora. Et dans le futur, même mettre les fourrages un peu partout dans chaque quartier. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est dur? Tout ce que ça demande, c'est la volonté de ceux-là qui auront besoin de faire des dons pour que nous puissions faire beaucoup de choses dans la société. Parce que la société, elle est bâtie par nous, pas par le gouvernement. Le gouvernement, son rôle, c'est de jouer l'arbitre. Son rôle, c'est d'encadrer. Mais tout se passe par nous. Moi, je me comprends pas pourquoi les gens sont toujours en train de penser que c'est le devoir du gouvernement de faire tout pour nous. Non, c'est à nous de faire et c'est au gouvernement d'encadrer, c'est tout. Donc, je pense qu'à partir de cette chaîne, on commence avec des petites initiatives, ce que nous pouvons faire de nous-mêmes. Et avec le temps, je pense que d'ici quelques années, on pourra arriver au niveau où nous serons en train de faire beaucoup et d'autres vont s'inspirer aussi faire dans leur localité ou alors dans leur ville. Ça, c'est pas des trucs, ça ne demande pas la magie ni la sorcellerie. C'est des trucs que nous pouvons nous-mêmes faire. C'est rien que la volonté et le vouloir faire, c'est tout.
Et à ton avis, si on entreprenait de faire un petit truc comme ça, par quoi devant commencer? Voir le chef du quartier ou je ne sais pas. Non, le truc d'abord, la première chose d'abord à faire, c'est de s'asseoir, d'être d'accord. Il faut d'abord que nous, dans notre petit groupe, nous soyons d'accord de pouvoir nous engager. Il faut qu'on mesure tous les scénarios, les bons, les mauvais, les à peu près. On doit mesurer tout ça avant de se lancer. Donc c'est quelque chose que nous d'abord, dans notre petit groupe, on doit d'abord s'asseoir. On prend compte de tout, bon, mauvais, et à peu près. Une fois que on a mesuré tout ça et nous pensons que nous sommes prêts pour le faire, en ce moment-là, on peut aller voir le chef du quartier ou bien le chef de bloc, lui dire voilà ce que nous allons faire. On ne va pas lui demander sa permission, c'est juste pour lui dire que nous allons faire X, Y, Z. Informer, quoi. Oui, nous allons l'informer. Parce que la plupart du temps, quand tu vas vers ces gens-là, leur demander une faveur, ils se disent qu'ils ont le pouvoir sur toi, donc ils peuvent te malmener, te déranger, te perdre du temps. Mais c'est quelque chose que nous avons toujours raté de comprendre, qu'on n'a pas besoin de toujours aller demander quelque chose à ces gens. On peut les informer et puis on s'engage. Surtout si nous sommes en train de faire quelque chose qui est bien. Effectivement, si c'est dans les règles, il n'y a pas de souci. Exactement. Parce que si on va voir peut-être le chef de bloc ou bien le chef du quartier, on va voir le chef du quartier. Chef du quartier, bonjour, s'il te plaît, on a un projet comme ça qu'on veut faire, mais nous voulons ta bénédiction. Il va nous perdre le temps, tu n'as aucune idée. Parce que tous ces gens-là, ils n'ont qu'un truc dans leur tête, c'est de prendre l'argent des gens. Effectivement, chacun veut son argent. Exactement. Donc si nous allons en position de faiblesse, ils vont nous perdre le temps. On va le chef du quartier. Une fois que nous sommes prêts, on a les moyens dans la poche. On voit le chef de bloc ou le chef du quartier. On lui dit voilà ce que nous allons faire telle date. On t'invite. On veut que tu sois là. On veut respecter tes honneurs. Donc tu sois là. On va faire telle chose, tel jour. On va vers lui en position de force. Parce que si on ne fait pas ça, rien ne va bouger. Effectivement. Moi, je pense que de telles initiatives favorisent aussi le développement. Nous sommes tous ensemble et unissons nos idées et autres. On pourra faire de grandes choses. Nous espérons seulement que cette chaîne pourra nous aider aussi à développer ces idées-là. Oui, la chaîne, pour la chaîne, elle va nous aider à développer les idées parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Pendant que nous sommes en train de faire pendant que nous sommes en train de débattre, pendant que nous sommes en train d'échanger ensemble, il y a des gens un peu partout dans le monde qui écoutent. Il y a des gens qui ont des mêmes problèmes qui écoutent. Il y a des gens qui veulent faire pour leur local qui écoutent. Donc tous ces gens-là, quand ils vont nous écouter, quand ils vont nous entendre parler, ils seront motivés, ils auront envie d'amener leur savoir-faire et toute autre chose qu'ils pourront amener vers nous. Parce que comme je disais tantôt, c'est rien qu'en communiquant que nous allons retrouver les gens qui pensent comme nous. Si on reste là, on ne fait rien. Et on s'assoit seulement là, on se dit on ne peut pas faire, on ne va jamais rien faire. Mais une fois qu'on s'est mis là, parce que c'est tout le monde entier qui nous écoute. Et certains nous écoutent maintenant, d'autres qui ne nous écoutent pas, qui ne sont pas encore scotchés, vont être eux aussi scotchés. Et avec le temps, ça sera plusieurs personnes. Donc, on aura beaucoup d'aide. On aura peut-être même les aides financières, qui sait. Mais la plupart des aides seront des aides techniques où les gens nous diront on peut faire comme ça, faire comme ça, faire. Tous ces aides-là viendront. On peut déjà être prêt à attendre ce genre d'aide. Et le moment venu, peut-être même les aides financières, une fois qu'on sera vraiment lancé dans le travail et on sera en train de faire pour la communauté. Les gens, une fois que les gens voient que nous sommes vraiment engagés, beaucoup viendront en aide. C'est encourageant. Vraiment, il faut vraiment de telles choses dans les localités. Parce que c'est désolant de voir tout ce qui se passe et ne pas pouvoir faire quelque chose. Vraiment, si nous-mêmes déjà pouvons déjà prendre des dispositions,
ça pourra beaucoup aider et voir nous soulager, même le gouvernement, vu que la population attend beaucoup d'eux. Il est vrai qu'ils ont aussi leur part à jouer, mais si nous déjà pouvons déjà les alléger la tâche, ça pourrait déjà faire beaucoup de bien. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce qui me fait trop mal, c'est parfois je vois les enfants. Tu vois un enfant, il fait tellement chaud, il fait même peut-être même 35 degrés dehors. Tu vois un enfant qui porte un seau d'eau glacée. Quand tu regardes même ce seau-là, quand tu essaies de faire compter le total que ça peut même lui donner, tu te rends compte que l'argent là, ça ne t'est même pas 1000 francs. Tu vois un enfant qui porte, je sais pas, 20 litres sur la tête, qui va faire des kilomètres pour vendre combien, pour rentrer à la maison avec combien. Ça, c'est des trucs que nous devons vraiment nous battre pour essayer de réarranger notre société parce qu'elle est malade, elle a besoin de notre aide. Notre fille, le fond, c'est parce que les parents en ont marre, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Pas facile. Voir une famille de 3 personnes qui ne parvient pas à rejoindre les 2 bouts, le père, la mère, un enfant, mais c'est pas facile. Les choses vont de mal en pire. La hausse des prix est autre. Tout ça, c'est. D'où les parents se sentent obligés d'impliquer les enfants dans les problèmes financiers, qu'ils aussi puissent venir en aide. Si c'est le savon la lame du savon de croissant qui va ramener, c'est pas rien, mais le risque en vaut quand même la chandelle. D'après moi, le risque en vaut la chandelle. Bien que c'est un gros risque. C'est un gros risque. Bien sûr. Mais je pense que ça va aller. En fait, le Cameroun est une nation résistante. Elle a toujours eu à résister. Je pense qu'elle va encore résister à celle-ci. Tout ça, ce ne sont que des épreuves. Ça va aller. Oui. Et ça, c'est un pays tellement riche. Une fois que ce pays-ci va décoller, je ne pense pas qu'il y aura un autre pays dans le monde qui aura les enfants gâtés comme nous. Parce que ce pays-ci est tellement riche. Si on pouvait seulement donner 25% de nos efforts, le pays-ci tout le monde serait à l'aise. Ce qui me fait le plus mal, c'est de voir le potentiel que ce pays-ci a et de voir que tout ce que ça demande, c'est seulement des efforts. C'est tout ce que ça demande, seulement des efforts. Si 25% de notre population se mettait au travail seulement, pour le reste du pays, tout le monde serait à l'aise. Nous ne sommes même pas un peu pauvres, Et je pense que nous sommes dans cette situation parce que nous sommes tellement riches. C'est parce que nous sommes tellement riches que on se dit, même si je ne vais pas au champ, il y a le plantain du voisin qui est là, il y a la poule, il y a le coq du voisin. Dès que ça rentre dormir là, le soir, j'arrête ça. Je coupe aussi le plantain du voisin. Ça fait que demain, j'ai de quoi manger. Il y a d'autres qui se disent, mon voisin, sa boutique est là. Je casse sa boutique la nuit. Et le matin, j'ai de quoi manger. Mais tu vois, les gars, ils sont toujours dans la facilité. Tout le monde cherche à bondir l'autre. Tout le monde cherche à prendre ce qui ne l'appartient pas. Tout simplement parce que c'est facile. Et ça, c'est pourquoi je dis que c'est peut-être parce que nous sommes tellement riches que tout ce qui nous arrive. Parce que si on était peut-être si notre pays était rien que du désert, je peux te rassurer que beaucoup de Camerounais seraient dehors en train de travailler. Mais comme les terres arabes sont un peu partout, tu peux toujours couper le plantain du voisin quand il dort. Tu peux voler la poule du voisin quand il dort. Tu peux voler le canard du voisin quand il dort. Tu peux voler le porc du voisin quand il dort. Tellement de choses que tu peux voler quand ton voisin dort, que beaucoup préfèrent ne rien faire et attendre la nuit pour opérer. Absolument.
Moi, je pense que le mieux déjà serait déjà de commencer par soigner nos mentalités. Exactement. Parce que c'est un coup qui en entraîne un autre. Quand tu vas voler Exactement. pour celui-ci, bon, lui va manger quoi? Il s'en va aussi voler l'autre. Et ça crée tout cet aspect, tout est chaîne là. Ce tourbillon. Ça crée tout est chaîne là. Donc si nous pouvons, si tu vas pouvoir faire une auto-analyse de soi-même et soigner nos mentalités, je pense que ça va aller. Ça va aller. Mais vu déjà que nous sommes déjà pauvres intellectuellement, Oui. et que chacun ne cherche que son profit, Oui. raison pour laquelle ça cause tout ce désordre là. Et nous avons ce problème-là que chacun pense seulement à lui seul. Tu vois, quelqu'un te dit que lui, il a mangé, moi, c'est mange ma part. On a cette mentalité-là, je ne comprends pas. C'est pas ce qu'on peut faire pour que ça quitte dans notre système. On est toujours en train de dire, lui, il a mangé ta part, moi, c'est mange ma part. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas, même notre vocabulaire ne peut pas dire on mange pour nous, on mange notre part. Toujours, c'est que je mange ma part, il a mangé sa part, moi, c'est mange ma part. Au moins, si on pourrait déjà commencer à changer de vocabulaire, où on ne dit plus je mange ma part, mais on dit nous mangeons pour nous. Je pense que tout ceci c'est dès la base. Parce que quand le parent, par exemple, part voler la poule du voisin, il ramène à la maison, les enfants voient. Ils savent que papa n'a pas de poule, il n'a pas le moyen de s'offrir une poule. Évidemment. Donc si c'est que les parents déjà pouvaient, on aurait dit que c'est dès la base. Si les parents pouvaient prêcher par l'exemple, cela pourrait aider les générations futures aussi, eux aussi à grandir dans ce contexte-là. Mais c'est parce qu'ils voient les aînés faire certaines choses qu'ils grandissent aussi avec la même mentalité. Exactement. Donc d'où l'importance de faire une auto-analyse et de soigner nos mentalités. Donc, beaucoup de nos frères ont préféré aller vers l'Occident. Hein. Beaucoup sont devenus des beaux ailleurs. Ils ont décidé, ils ne pouvaient plus rester. Ils sont partis. Et beaucoup sont en train de nous regarder actuellement. Là. Beaucoup nous écoutent. Et ils savent que nous pensons toujours à eux. Parce qu'on ne va jamais les oublier après tout. C'est nos frères. Et nous savons qu'eux aussi, ils traversent des difficultés en Europe. Hein, parce que même en Europe, là, c'est pas facile. Vu la guerre qui se déroule en Ukraine, c'est même pas un peu facile là-bas. Les prix ont augmenté, l'essence a augmenté, le chauffage a augmenté, la nourriture a augmenté. C'est pas facile là-bas avec eux. On se dit, mais moi je pense que beaucoup d'entre eux, quand ils partaient, ils s'étaient dit que ça c'était pour le bonheur. Mais je suis sûr aujourd'hui que beaucoup s'en rendent compte que ils sont tombés, vraiment ils sont dans la même situation qu'ils vivaient au Cameroun et qui se retrouvent maintenant en Occident et ils sont en train de vivre les mêmes choses. Et la différence c'est que là-bas on ne peut pas voler la poule du voisin parce qu'on ne la voit même pas d'abord. D'où la raison pour laquelle beaucoup partent même. Parce qu'étant ainsi, lorsque tu veux un peu sortir la tête de l'eau, tu vois ton frère qui t'enfonce, il essaie de t'enfoncer davantage. Et on voit même que ces gens-là même qui partent, c'est pas facile pour eux de revenir de sitôt. C'est pas facile. Oui. Ils préfèrent même qu'ils envoient un petit truc pour aider les familles. Mais eux-mêmes revenir comme ça, c'est pas facile. Même pas. Donc c'est un peu ça. Il y a cette crainte-là de venir développer son pays. Oui. Parce que tu crains que tu ne vas pas venir, tu vas peut-être laisser un petit quelque chose pour pouvoir aider tes frères et sœurs aussi se développer. Mais chacun va toujours essayer de manger sa part derrière. C'est pourquoi ça ne bouge pas. Ça ne bouge vraiment pas. Parce que tu as une famille de peut-être 10 personnes. Toi qui es quitté, tu es allé en Occident. Lorsque tu reviens avec la volonté d'aider, tu vas trouver une personne qui domine. Et c'est cette personne-là qui va décider que tu ne vas pas aider le reste de la famille. Chaque fois que tu vas lui dire, il va faire ceci pour que ça aide toute la famille. Il va jouer la vie. Il va se dire, ceux-là, ils servent à quoi? Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais manger. Ne sachant pas que
toi, celui qui est en Occident, il a peut-être une vision, c'est pourquoi il arrive pour essayer de... Parce que la plupart ne reviennent même plus, la plupart, ils appellent sur mon téléphone, c'est tout. Mais ceux-là qui reviennent, ceux-là qui viennent pour essayer d'aider, ceux-là qui envoient leur argent, qui disent faites ceci, ils savent pourquoi ils le font pas au hasard. Mais tu te rends compte que beaucoup, quand ces gens-là envoient l'argent comme ça, là, ils mangent seulement cet argent. Ils ne voient pas ils ne voient pas loin. Et comme on dit au Cameroun, on ne voit pas au-delà du nez. Donc la vision, ça s'arrête là, au nez. On ne peut pas voir ce que le geste qu'on est en train de faire aujourd'hui, on ne peut pas voir ce que ça peut donner demain. Les gens pensent que la mangue, le manguier, on le plante aujourd'hui, on mange la mangue aujourd'hui. Ça ne se passe pas comme ça. Tu plantes le manguier aujourd'hui, tu attends 3 ans, 5 ans pour sucer la mangue. Mais nous, on a cette mémoire-là qu'on veut toujours manger le même jour. On ne veut jamais attendre. Et c'est ça alors qui fait que quand quelqu'un qui est dans la diaspora envoie de l'argent, lui qui a la vision, parce que lui, il arrive à manger au moins. Il ne se demande pas qu'est-ce qu'il veut manger aujourd'hui. La plupart d'entre eux, ils ont de quoi manger là-bas. Donc quand ils envoient l'argent ici, là, c'est parce qu'ils ont des visions. C'est parce qu'ils voient long terme, ils voient loin. Mais nos frères qui sont aussi là, une fois qu'ils commencent à toucher cet argent, ils pensent rien qu'à aujourd'hui. Et c'est dommage. Il y a aussi cette ingratitude-là. Tu te rends compte quelqu'un qui bosse dur de l'autre côté en Occident, il envoie ce petit quelque chose, ou lorsqu'il vient même, et son frère qui lui dit depuis là, tu fais 10 ans à l'étranger et tu viens, ce n'est que le parfum que tu me donnes, même pas un téléphone, même pas une autre, même pas fait de quoi. Il faut dire que nos frères déjà arrêtent ça. On ne sait pas comment celui-là qui est seul là-bas, avec une nouvelle langue, il ne connaît personne. Nous au moins, si on a la famille et autres, on connaît des personnes. Il est plus facile de partir toquer à un port, de dire je veux aide-moi un peu de l'eau là. Je n'ai plus de ma bouche autre. Mais celui qui est là-bas de l'autre côté, qui ne maîtrise même pas déjà la langue, qui n'a même pas d'abri, qui bosse dur pour pouvoir même te donner ce tout petit que tu vois là, et tu lui sors ce genre de langage. Vraiment, c'est éprouvant. C'est éprouvant. Donc, si déjà nos frères de la localité pouvaient déjà arrêter ce genre de mentalité. Ça aurait aidé beaucoup plus nos frères de la diaspora. Ça aurait aussi les encourager davantage, même à faire plus. De toute façon, on a besoin de construire ce pont-là entre la diaspora et nous qui sommes ici au pays, parce que nous n'avons pas le choix. Le pays ne va pas se lever sans eux. C'est avec eux que ce pays-ci va se lever, parce que ce que la diaspora amène, nous ne pouvons pas amener, parce qu'ils ont des choses. Il y a ceux qui sont en Chine, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Allemagne, un peu partout là. Ils ont des choses là-bas qu'ils voient que nous on ne voit pas étant ici là. Et quand on a besoin de construire un pays, on a besoin de toutes ces idées-là. Parce qu'il y a des choses qui marchent peut-être en Allemagne, qui ne marchent pas ici là. Celui qui est en Allemagne là-bas peut nous amener ces idées, de nous montrer comment ça se passe là-bas, pour qu'on essaie un peu de voir si on peut intégrer dans notre système de vie. Il y a des choses qui se passent en Chine, par exemple, où ceux de la diaspora qui sont de ce côté-là, ils voient et ils peuvent venir implémenter certaines choses qu'ils voient là-bas, implémenter ça ici là. Et si ça donne avec notre système, on intègre ça et la vie continue. Là aussi, ça, le partage des connaissances même aussi. Tu ne peux pas connaître quelque chose, avoir des connaissances dans un certain domaine de l'aptitude, et tu refuses de le partager avec d'autres. Quand tu vas mourir avec ça, ça va considérer par quoi qui personne. Si déjà on pouvait dire aussi partager nos connaissances avec d'autres pour pouvoir se permettre qu'on s'élargisse. Mais quand tu es le seul à vouloir dominer, c'est pas bon. C'est même pas un peu bon. Ouais. Même pas un peu, ça ne mène nulle part. C'est ceux-là aussi, lorsqu'ils avaient à acquérir un certain niveau de connaissance, ils vont aussi le partager aux autres qui ont la volonté de faire quelque chose, de mettre en profit cette connaissance-là pour aider. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, ils n'ont pas même cette volonté-là. Mais si des gens pouvaient déjà aider ceux qui ont la volonté de vouloir travailler, ça allait aussi avantager.
fait en sorte qu'on n'est pas toujours à revenir des mêmes personnes Évidemment. tout le temps. Évidemment. Moi, ça m'a plu que certains Camerounais sont en train de prendre des initiatives, et surtout sur le blé. Le blé, la farine de manioc, patate douce, là, c'est vraiment en train de me plaire. Parce que nous avons les pains maintenant qui sont en train de sortir. Les pains sortent maintenant en patate douce. Et il y a les pains qui sortent maintenant en manioc. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment en train d'apprécier. Avant, là, c'était le pain Kumba. Aujourd'hui, là, on trouve ce pain-là maintenant un peu partout. Les Camerounais sont en train de se battre. Et moi, on a besoin de ça. On a besoin des Camerounais. On a besoin de nos frères et sœurs de se battre. On doit tous se battre de toute façon. On n'a pas le choix. Ça, c'est notre pays. On n'a pas choisi, on n'a pas fait un concours pour être ici, là. C'est que Dieu nous a mis ici. Et on doit tout faire pour qu'on soit à l'aise là où on se trouve. Comme nous sommes au Cameroun, là, nous devons tout faire pour être à l'aise. C'est en train de vraiment me faire, ça me donne la joie de voir que beaucoup de Camerounais sont en train de se lancer dans le pain. Le pain qui est fabriqué à base de nos matières. Nous parents, on peut quand même être fiers de cette guerre d'Ukraine, là, quand même, donc permis d'ouvrir les yeux. Parce que déjà, comme tu l'as si bien dit, beaucoup connaissaient Biafra mais ne le faisaient pas. Beaucoup savaient qu'il était possible de faire du pain à base du manioc ou de la patate, autre, mais ils ne le faisaient pas. Donc cette guerre d'Ukraine a permis déjà que nous puissions ouvrir les yeux. S'il faut ça pour que nous puissions développer notre pays, déjà c'est déjà un pas vers le développement. Parce que maintenant nous allons pouvoir consommer bio. On ne va plus devoir attendre que le blé vienne du porc et autres et tout. On va pouvoir le manger ce dont nous produisons. Exactement. Et ça, c'est un premier pas vers le développement. Exactement. Le développement, c'est d'abord alimentaire. Une fois qu'on arrive à manger. Là, on peut réfléchir comment on peut faire autre chose. Exactement. Et ça m'a vraiment plu. Moi, je suis là dehors. J'ai planté beaucoup de maïs. J'ai vraiment planté beaucoup. Je ne pourrais même pas manger ce maïs-là seul. Même avec ma petite famille, je ne pourrais pas finir tout ça. Donc, je vais devoir partager aussi. Peut-être même vendre du maïs, qui sait. Il y a la patate que j'ai aussi mis au sol, il y a le macabo. Voilà les choses que moi je sais, que moi-même, j'ai mis ça moi-même avec certaines personnes. J'ai embauché certains jeunes qui ont travaillé avec moi et nous avons mis toutes ces choses là au sol. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas faim. Puisque maintenant, là, je m'en sors déjà avec le plantain qui est rempli dans le champ. Donc j'ai toujours de la nourriture au champ. Il y a le macabo qui est déjà là, le macabo que nous avons planté. Il y a de cela quelques mois que nous sommes en train de manger. Il y a les trucs comme la patate qui est là. Il y a la patate douce qui est là. Il y a les ignames qui sont là. Donc c'est autant de choses. C'est des trucs que quand je les mettais au sol, je ne voyais, ça ne me disait rien, ça me disait pas grand chose. Moi aujourd'hui que je suis en train de consommer tout ça, je comprends, je suis maintenant en train je respecte plus le travail du champ maintenant qu'auparavant. Et du coup, le plus facile pour toi de t'en sortir. Exactement. Tu n'as qu'à chercher le complément, un petit poisson à lancer dans ta sauce et autres. Je dépense presque zéro sur la nourriture. Tu vois. On gagne beaucoup en consommant les produits locaux. On gagne beaucoup. Parce que je me rappelle quand je commençais à mettre ces trucs-là au sol, quand je mettais le plantain, je mettais les ignames, je mettais le macabo, la patate. Au début là, je négligeais, je ne voyais pas grand-chose, je ne voyais rien sur ça. J'étais excité de mettre ça au sol. Je me disais ça va pousser. Mais aujourd'hui que je ne peux pas rentrer au champ sans rentrer avec un régime de plantain. Aujourd'hui maintenant je comprends. Je vois maintenant la valeur de ce travail-là qu'au départ, pour moi, ça ne me disait rien.
Ça me disait, quand je me rends compte que je dépense presque zéro pour pouvoir manger des fruits, il y en a. Les papayes que nous avons plantés l'année passée, ces papayes-là, ça produit. Les cannes à sucre, les ananas, qu'est-ce qu'il n'y a pas là-bas? Donc c'est des choses que c'est encourageant. Au départ, là, quand je le mettais sur sol, je ne voyais rien sur ça. Pour moi, ça ne me disait rien. Je savais seulement que, ok, j'ai vu quelqu'un planter, j'ai vu quelqu'un faire un champ d'ananas. Je me suis dit, moi aussi, je vais planter les ananas. J'ai planté beaucoup d'ananas. J'ai vu les gens planter le plantain. Je me suis dit, moi aussi, je m'avais planté, j'ai aussi mis le plantain. J'ai vu les gens mettre les patates, j'ai aussi fait la patate. Tout ce que je vois les gens faire, je faisais. Et moi, quand j'étais en train de faire, quand j'embauchais les gens, on était en train de faire ça là. Ça ne me disait rien. Je peux te rassurer que ça ne me disait rien. C'est quand la récolte commence, que chaque jour que Dieu a créé, quand j'entre dans mon champ, je rentre avec quelque chose. C'est là maintenant que je comprends la valeur. Oui, je comprends maintenant la valeur de tout ce travail-là. Et c'est ce qui m'a poussé à travailler plus fort cette année. Cette année, j'ai mis plus de mon au sol que l'année dernière. Parce que j'ai compris le pouvoir de la terre. J'ai compris le pouvoir que ce petit travail que j'ai fait l'an dernier, j'ai compris les récoltes de ça. Du coup, tu qui avais tendance à peut-être te dénigrer, te pointer du doigt quand tu faisais ce travail-là. Maintenant, il t'envie. Bien sûr. Maintenant, ceux-là qui t'envient. Bien sûr. Tu vois même peut-être à travers ceux-là qui seront maintenant tes voleurs de planter, comme on parlait. Exactement, les voleurs de canne à sucre. Ils passent le temps à voler les cannes à sucre, voler les papayes. Quand je viens là-bas, quand il y a une papaye qui devient déjà mûre, je me dis, cette papaye-là, je peux encore attendre peut-être 2-3 jours. Quand je reviens, ce n'est plus là. Tu vois, c'est les gens qui me dérangent même là-bas. C'est ces gens qui passent le temps à voler mes choses. Parce que moi, je me dis, parfois je vois une papaye, je me dis, cette papaye-là n'est pas encore prête. Il me faut encore attendre un peu. Et lorsque je vais attendre un peu là, il y a des gens qui me dévancent. Alors qu'ils n'ont pas planté ces trucs-là, c'est moi qui les a plantés. Beaucoup en souffrent, ce n'est pas le seul. Beaucoup se plaignent. Beaucoup qui se battent contre toi. Se plaignent de cette pratique. Les ananas, les cannes à sucre. Les ananas, au moins, c'est comme c'est beaucoup. Je parviens au moins à manger. Mais les trucs comme les cannes à sucre, vraiment, je souffre tellement de ce côté-là. Tu viens, tu trouves, quand je vois une canne à sucre, je me dis cette canne à sucre, il faut encore donner un peu du temps. Quand je viens, je trouve qu'on est parti avec. Les plantains aussi, là, je souffre pas, même comme une coupe. Je trouve toujours qu'il y a assez pour moi. Donc, au moins, du côté des plantains, je ne souffre pas trop. C'est des trucs que je n'ai pas mis beaucoup, que je souffre, comme les papayes, les trucs comme les cannes à sucre. Là, je souffre parce que je n'ai pas beaucoup mis. Mais je pense que cette année, si je vais mettre beaucoup au sol, je pense que si j'avais mis beaucoup au sol, je ne serais pas en train de souffrir comme ça là aujourd'hui. Ça va aller. Les débuts sont toujours difficiles, mais ça va aller. Je suis en espérant que les gens prendront conscience avec le temps. Oui. Si nous tous on pouvait seulement donner ces petits efforts-là, si on pouvait seulement faire un peu. Parce que ce que moi j'ai fait là, ça dépasse ma maison, on ne peut pas finir tout ça, on est obligé de vendre, soit de partager. Et c'est ce que je fais la plupart du temps. Je partage. On espère qu'à partir de ce canal, on va pouvoir sauver beaucoup d'esprits, toucher beaucoup d'esprits. C'est un bon de ça. Le tout seulement de continuer vers l'avant. C'est difficile au pays. C'est difficile au pays, mais on peut s'en sortir. On ne doit pas se laisser faire. Ça va aller. On va s'en sortir. Il faut seulement que les gens s'y mettent au travail. Parce qu'on peut le faire. On ne peut pas dire que c'est impossible. Si je dis que c'est impossible, c'est que cela est mentir. Parce que moi, je me suis battu. Et je pense que beaucoup d'autres peuvent le faire. Plus impossible n'est pas parvenu. Exactement. Donc, ça c'était un petit entretien qu'on a fait ensemble.
tous les Camerounais qui nous ont écoutés. On vous dit merci. On va continuer à vous envoyer des petits trucs comme ça. On sait que beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui ne s'en sortent pas. Beaucoup souffrent. Mais nous, notre travail, c'est d'essayer d'inspirer. C'est d'essayer de vous remonter le moral. D'essayer de partager certaines de nos idées avec vous. Parce que c'est rien que comme ça que nous pourrons nous en sortir. Chacun doit amener un peu pour pouvoir faire beaucoup. Donc nous allons continuer à vous envoyer des petites vidéos comme ce que nous sommes en train de faire là, pour vous remonter le moral. Et je vais seulement demander à Brian s'il a un petit mot pour les Camerounais qui sont au pays, qui nous écoutent, et les Camerounais qui sont dans la diaspora, qui nous écoutent. Moi, tout ce que je peux vous demander, c'est de tenir fort. Et nous allons faire notre part comme nous avons commencé. C'est de vous envoyer les messages de courage, et de vous donner un peu du big up. C'est tout ce que nous pouvons faire. Donc, mon frère Brian va terminer avec vous. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Ok, si vous pouvez dire quelque chose, c'est déjà que nous devons être soudés. Parce que tout ça, nous, on va continuer pour arriver à bout de tout ce dont nous vivons aujourd'hui. Ce n'est qu'en étant un. Si nous continuons à être dispersés, on ne va pas faire grand chose. Et aussi à la diaspora africaine qui nous écoute, on a besoin de votre aide. On n'est rien sans vous. Certes, les idées sont meilleures. Il faut plus pour pouvoir mettre ces idées à jour. Donc on a besoin de vous. On sait que de votre côté c'est pas facile. Mais on y croit. Bon, salut à tous et bonne fin de soirée.